Bon, alors l'architecture m'a toujours intéressé. Bon, là c'est pareil, on peut revenir en arrière sur un point d'autobiographie. C'est qu'à un moment j'ai hésité, je crois que c'était les premières années à l'école normale supérieure, je me suis dit que j'allais suivre parallèlement une formation d'architecte. C'était possible, j'aurais pu le faire. Bon, là c'est vraiment manqué d'énergie et de persévérance, mais donc j'ai commencé à suivre des conférences d'architecture comme ça. Et en fait, ce qui m'intriguait beaucoup dans l'architecture, bon, il y a une dimension constructive, mais il y a aussi une expérience subjective de l'architecture qui me paraissait assez mal décrite en termes d'espace. Enfin, l'architecture est un art du lieu ou de l'espace, et en fait, ce qui me frappait, c'est évidemment un art du temps. Et bon, je crois que c'est Schelling qui disait que l'architecture est une musique gelée, congelée. Bon. Alors, je pense qu'il a raison sur musique, mais pas sur gelé. C'est une musique au sens où, effectivement, c'est pas séparable d'une expérience de la durée, de l'enchaînement des perspectives. Bon, dans une architecture, on circule, bon, pour le dire très bêtement. C'est un art du mouvement. Bon, et c'est sous cet angle-là que je l'ai abordé en relation avec mes intérêts bergsoniens pour l'élaboration d'une pensée de la durée qui soit justement pas uniquement vectorisée sur le mode du flux. La durée, malgré le lieu commun scolaire concernant Bergson, c'est pas simplement la mélodie intérieure qui se déploie sur le mode d'une continuité hétérogène, c'est aussi la question centrale en fait pour Bergson quand on regarde bien, qui explique son intérêt pour Einstein, pour cette confrontation avec la physique contemporaine. C'est la question centrale de comment une multiplicité de flux de durée coexistent. Merleau-Ponty disait de Bergson que c'est une pensée, une philosophie de la coexistence. Je pense que c'est très bien résumé. C'est ça l'enjeu, c'est-à-dire essayer de penser une durée qui n'est pas simplement localement éprouvée par un sujet qui se sent vivre, mais qui est par ailleurs la durée de l'univers, la durée multiple du monde, et dont il faut parvenir à faire d'une certaine façon la synthèse. Et la synthèse, elle ne s'effectue pas simplement au point où je suis localement, par une sorte de saisie synoptique de mon environnement immédiat, par une sorte de contraction des durées multiples qui m'environnent là, maintenant, ici, maintenant, où je me tiens. C'est aussi la question, disons, cosmologique, cosmique, de comment je vais penser un monde où coexistent des durées multiples, mais y compris des durées auxquelles j'ai absolument pas accès. Bon, ce qui est le problème de la cosmologie physique, c'est-à-dire comment je rends compte, par exemple, d'un temps commun de l'univers pour des événements qui sont spatialement si éloignés les uns des autres et temporellement si rapprochés que la notion de simultanéité devient problématique. C'est ce que la physique, avec la théorie de la relativité d'Einstein, a si bien pointé. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Si on essaye de penser la simultanéité, donc la coexistence de flux de durée parallèles, et donc la question de la simultanéité entre événements distants, en réalité, il n'y a pas de moyen d'attribuer à la simultanéité une valeur, et donc, en l'occurrence une mesure absolue, pour toute une classe d'événements qui sont en effet, en quelque sorte, qui ne peuvent pas se laisser ramasser immédiatement dans une saisie synoptique, des événements qui sont éclatés et qui, du coup, rendent très problématique l'idée de coprésence, l'idée du maintenant, pour le dire. Et comment s'inscrit la question de la forme ? Oui, alors la forme. Eu égard à l'architecture, pas seulement peut-être. Et donc l'architecture aussi, comme art du mouvement, art du temps, je l'abordais sous cet angle, c'est-à-dire sous le point de vue de qu'est-ce que ce serait qu'une expérience du simultané. Puisqu'au fond, bon, je vais essayer de préciser le problème et de répondre à la question de la forme. L'enjeu, mais c'est un enjeu qui est commun à l'architecture, aux arts plastiques, à la poésie, au cinéma du XXe siècle. C'est le problème de toutes les avant-gardes depuis le cubisme, et peut-être même un peu avant. C'est la question de savoir comment on va donner forme au simultané. À nouveau, simultané ici, c'est des événements qui ont lieu en des points distants de l'espace, c'est des flux de durée, des lignes d'action qui se déroulent ici et là. Donc bon, si on prend l'exemple du roman, moi je pourrais prendre Virginia Woolf et d'autres, mais disons le sursis de Sartre, vous lisez la première page, qu'est-ce qui se passe le jour de la signature des accords de Munich, bon, en Europe. Et donc c'est la question de comment je fais un tableau de l'Europe à l'instant T, c'est-à-dire pendant une heure. C'est le problème du roman choral, c'est le problème des montages contrapuntiques qui intéressaient Sartre chez Dos Passos, et c'est le même problème en fait avec les représentations
à perspective explosée, du cubisme. C'est le même problème avec le cinéma, la question du montage alterné ou parallèle, qui se développe dans ses formes les plus maniéristes en split screen, écran scindé, où on suit, selon là aussi le principe d'une attention distribuée et forcément au bout d'un moment un peu flottante, une multiplicité d'actions parallèles. Et l'architecture, c'est en fait pareil. Et donc l'architecture qui m'intéresse, c'est pas l'architecture de Versailles ou de Palladio, c'est l'architecture du XXe siècle. Et l'architecture du XXe siècle, telle qu'elle a été pratiquée, théorisée par les avant-gardes architecturales, que ce soit au Bauhaus ou chez les constructivistes russes, c'était une architecture qui, à travers différents procédés, mais notamment le procédé de la transparence, l'utilisation du verre et du béton, et du verre notamment, le béton pour se passer des murs dans une large mesure, on pouvait faire adjointer et déplacer des plans mobiles, mais la transparence, l'usage du verre pour faire apparaître par des effets de trame ou de superposition des perspectives multiples, simultanées, dont l'idée était, c'est théorisé et pratiqué comme ça, qu'on pouvait les saisir en un certain sens simultanément. Bon, la question qu'on peut extraire de ça, théoriquement, philosophiquement, c'est qu'est-ce que c'est qu'occuper simultanément plusieurs perspectives? Alors pour moi, le paradigme, presque le diagramme, le blason de cette affaire, c'est le fameux cube de Necker. Donc cette représentation en perspective isométrique ou cavalière d'un cube filaire, qui est transparent en un certain sens, et qui a cette particularité de pouvoir être appréhendé selon deux orientations différentes, en plongée ou en contre-plongée. Le cube de Necker comme diagramme de simultanéité ou de perspective simultanée, ou encore une version plus sophistiquée, plus intriquée, ce cube ou cette forme géométrique dessinée par Joseph Albers, et qui présente cette instabilité de deux perspectives, aussi deux manières pour les choses, c'est un objet topologique étrange, deux manières pour les perspectives de s'encastrer l'une dans l'autre. Cette oscillation prolongée qu'on peut soutenir pendant de longues minutes entre deux perspectives qui oscillent alternativement, mais aussi, je pense que c'est ça l'expérience de fond, l'expérience de base, cette tentation qu'on a de s'installer exactement au point de rebroussement, au point de bascule, à condition de laisser flotter son regard et de pratiquer, les psychanalystes parlent d'écoute flottante, là ce serait le regard flottant qui ne choisit pas. On pourrait en effet faire l'expérience du simultané de ces deux perspectives contradictoires. La Gestalt théorie, les psychologues de la Gestalt pensaient, affirmaient, expérience à l'appui, qu'on ne pouvait pas soutenir les deux perspectives à la fois, que c'était forcément une synthèse globale du champ perceptif qui choisissait tantôt l'une orientation, tantôt l'autre, mais jamais les deux à la fois. Bon, évidemment, je pense que c'est faux, c'est faux, c'est littéralement vrai au regard de l'expérience psychologique, telle qu'elle est analysée en laboratoire, mais au regard des attentes de ce qui se constitue dans l'ordre d'une expérience esthétique, c'est évidemment faux, puisque l'expérience esthétique qui correspond à cette époque du simultané, c'est une expérience qui tend à se constituer entièrement dans la possibilité de s'installer au point de réversion, au point de basculement entre deux perspectives, de façon à les occuper d'une certaine façon, toutes les deux. Être partout et nulle part, c'est une idée qui est déjà chez Bergson, qui revient chez Merleau-Ponty, c'est pas simplement le point de vue de survol théorique dénoncé par ces gens, c'est aussi la possibilité concrète de ne pas choisir, donc de ne pas enrégimenter la perspective dans un ordre perspectif global, où un spectateur ou un regardeur situé n'aurait pas d'autre choix que de déployer dans la profondeur les choses et les profils des choses selon un point de vue. Toute la modernité esthétique, la haute modernité, j'ai cité quelques noms, dans différentes disciplines artistiques, s'est constituée dans l'idée qu'il fallait donner forme à cette expérience de la simultanéité de plusieurs perspectives. Et quand je dis perspective, en fait, c'est pas simplement visuel, c'est pas simplement l'ordre perspectif pictural, c'est aussi bien la perspective temporelle, couvre la situation d'un sujet dans le monde. Et c'était donc, je reboucle avec Bergson, c'était le problème et l'obsession de Bergson. C'est-à-dire comment penser une sorte de simultanéité de perspectives multiples qui fait que, si je reprends l'exemple canonique, on peut le lire comme ça, au fond. Il faut attendre que le sucre fonde. Un sucre qui fond dans un verre d'eau, mon impatience révèle le fait que je suis confronté à une durée hétérogène, celle du sucre qui fond. Que ma durée subjective fait l'épreuve d'une impatience qui traduit simplement un différentiel de durée. Ma durée et la durée de ce sucre.
Mais cette expérience, elle est, si on l'approfondit comme il faut, elle est déjà, en un certain sens, l'expérience de la coexistence problématique de deux durées dont l'une empiète déjà sur l'autre, puisque je suis capable d'éprouver le temps de cette lente désagrégation de la matière qui n'est pas mon temps. Je suis capable, en un certain sens, mais sur les marges, sur les franges de mon expérience, de faire l'expérience d'autres durées, et donc d'autres points de vue sur le monde. Alors ça, c'est la résolution bergsonienne, c'est de penser les choses de façon topologique, par des rapports de connexion. En reprenant les choses à partir de l'art, des formes de l'architecture, des arts plastiques, du cinéma, avec la question des pratiques du montage, le problème se déplace un peu, c'est-à-dire qu'on n'est pas condamné à cette espèce de solution topologique par rapport de coïncidence ou de contiguïté entre durée locale, ma durée, celle de mon environnement proche. On peut donner forme à une simultanéité dispersée ou distendue. C'est-à-dire comment je coexiste non seulement avec ce sucre qui fond ici maintenant devant moi, mais par exemple avec une ligne d'action que je suis incapable de suivre autrement qu'en penser, par exemple mon épouse qui fait les courses en ce moment, je dis n'importe quoi, ou dans un film, deux fils d'action parallèles qui sont tantôt montrés littéralement en surimpression, ou alors en écran scindé, ou alors selon le principe du montage alterné, et qui m'obligent à un exercice d'attention scindée ou distribuée. Qui est assez différent de la solution bergsonienne qui, toujours nous ramène malgré tout à une sorte de base continue, de note fondamentale qui est ma durée, comme principe de raccordement ou de prolongement local. Il y a d'autres formes, il y a des formes non locales, de simultanéité à distance, auxquelles on peut néanmoins donner forme. C'est le pari de ces avant-gardes esthétiques. C'est le pari aussi de la physique relativiste, parce que malgré tout, une fois qu'on a dit avec Einstein qu'il n'y a pas moyen de donner un sens absolu, c'est ça, la relativisation du temps, à la notion de « en même temps » pour des événements distants, si la simultanéité perd son sens absolu, on peut néanmoins donner forme à cette simultanéité disloquée en élaborant, alors évidemment, il y a des médiations algébriques, géométriques, c'est une forme assez abstraite, mais en élaborant une pensée de l'espace-temps. Donc ce syntagme espace-temps, qui était au cœur de mon travail de doctorat en fait, et qui continue à m'obséder, alors en relation avec toutes ces démarches artistiques que je viens d'évoquer. Le syntagme espace-temps, il résume le problème. C'est une manière en fait de nommer la forme totalisante, la forme globale qui va donner sens, qui va permettre de donner sens à une coexistence dispersée ou distendue. J'ai dit totalisation, c'est un mot qui n'a pas qui n'a pas bonne presse, je suppose, dans la philosophie contemporaine en général et dans la française en particulier, mais on sait bien que Bergson et d'autres après lui ont parlé de totalité ouverte et que la totalisation n'est pas forcément l'état définitif d'une synthèse. Ça peut être des moments, mais c'est très important de tenir le local et le global. Donc ce que j'essaye de faire en reprenant Bergson, au fond, c'est d'y réinjecter le souci du global, le souci d'une forme totalisante, même si elle est ouverte, qui ne se résume pas à l'exercice de prolongement par raccords locaux, à laquelle, pour l'essentiel, Bergson s'est tenu, qui a aussi été, je dirais, la démarche privilégiée de toutes les phénoménologies qui l'ont suivi sur ce point, c'est-à-dire l'idée que, on n'a pas le choix que de commencer ici maintenant, dans la perspective d'un sujet situé, pour, par prolongements locaux, donner sens à son monde. Alors, il faut essayer de penser une totalisation au-delà du monde, au-delà de ce concept phénoménologique, dans des formes plus abstraites, qui sont celles de la physique, mais aussi bien des aventures esthétiques du siècle.